Ok les boucliers de viande. Imaginez que vous gagnez le jeu de la mort le plus fou jamais créé pour ensuite y retourner et recommencer. C'est exactement ce que Ji-Hoon s'apprête à faire. Mais cette fois-ci, les autres joueurs sont encore plus tordus. Et les jeux sont plus mortels que tout ce qu'il a pu voir auparavant. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre tous les jeux mortels dans Squid Game saison 2. L'ancien joueur Ji-Hoon est le seul survivant d'un jeu de la mort brutal organisé par une société secrète de riches élites. La victoire l'a rendu plus riche que ce qu'il avait imaginé dans ses rêves les plus fous. Mais au lieu de prendre l'argent et de passer à autre chose, il a décidé qu'il voulait se venger. Et ça va être sa plus grosse erreur. En parlant de jeu de survie, le choix de votre navigateur est tout aussi crucial. Comme le joueur 456, j'ai trouvé quelque chose qui me donne un avantage. C'est Opera GX. Telle la salle de contrôle du maître, ce navigateur met tout le pouvoir entre vos mains. Laissez-moi vous montrer de quoi je veux parler. D'abord, votre kit de survie. Le bloqueur de publicité intégré d'Opera GX élimine les menaces comme on élimine un joueur dans 1, 2, 3 soleil. La fonction Force Dark Pages transforme tous les sites en un environnement plus agréable pour vos yeux. Et le VPN intégré vous permet de naviguer comme si vous portiez un de ces masques iconiques, de façon complètement anonyme. Mais voilà où ça devient intéressant. GX Mode vous permet de tout personnaliser. En parlant de Squid Game, j'ai installé leur mode officiel. Laissez-moi vous montrer ce qu'il lui est possible de produire. Des fonds d'écran animés qui réagissent à vos mouvements, des thèmes et des couleurs inspirés des jeux, des musiques de fond et des effets sonores pour chaque action, des écrans de démarrage qui rendent le lancement de votre navigateur spectaculaire, des polices et des icônes personnalisées dans toute l'interface, même des filtres qui transforment tout votre écran. Tout se contrôle ici dans le menu des modes. Vous voulez quitter votre ancien navigateur? L'outil d'importation rapide permet de tout sécuriser en quelques secondes. Regardez. Prêt à améliorer votre expérience de navigation vers un niveau supérieur? Téléchargez Opera gratuitement en utilisant le lien dans la description ci-dessous. La prochaine partie est sur le point de commencer. Conscient qu'il est suivi à la trace, il palpe son corps jusqu'à ce qu'il trouve une puce cachée derrière son oreille gauche. Après une rapide opération chirurgicale maison pratiquée dans les toilettes, il extrait cette puce afin qu'il ne puisse pas le localiser. Au même moment, l'inspecteur Juno se réveille à l'hôpital après avoir été blessé par balle par son propre frère, qui dirigeait les jeux en tant que maître du jeu depuis le début. 2 ans plus tard, il tente d'expliquer ce qui s'est passé sur l'île, mais personne dans la police ne croit à son histoire sans preuve tangible, et il décide de ne dire à personne que son frère était impliqué. Vous vous souvenez de ces types à qui Ji-Hoon devait de l'argent? Il s'avère qu'ils travaillent maintenant pour lui, et il les utilise pour retrouver le recruteur dans l'espoir qu'il le ramène dans les jeux. Une nuit, Ji-Hoon estime qu'ils doivent chercher plus loin, et il ordonne au chef de demander à tous ses hommes de vérifier toutes les gares de la ville pendant une journée entière. Le lendemain matin, le patron réunit tous ses sous-fifres et les envoie en ville, promettant une récompense de 500 millions de won à quiconque retrouvera notre homme. Tandis que Ji-Hoon surveille depuis le toit d'un parking, les criminels fouillent toutes les gares à la recherche du joueur de Dakji. Mais même après avoir cherché toute la journée, il n'y a toujours aucun signe de leur cible. Ok, Ji-Hoon ne s'y prend pas du tout comme il faut. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il veut mettre un terme définitif à ces jeux, mais ça fait 2 ans qu'il cherche sans parvenir à trouver le moindre signe de ce type. Tout ça à cause d'une faille dans sa stratégie. Avec ses 25 millions d'habitants, si l'on inclut la zone métropolitaine environnante, Séoul est la plus grande ville de Corée du Sud. Son réseau de métro est également l'un des plus fréquentés au monde, avec 23 lignes différentes et plus de 300 stations qui ont toutes de multiples entrées et sorties différentes. Au cours d'une journée ordinaire, les stations les plus importantes accueillent des centaines de milliers de voyageurs, et il peut y avoir jusqu'à 7 ou 8 millions d'usagers sur l'ensemble du territoire de la ville. Avec l'agitation constante qui règne dans les stations, trouver un homme parmi 1 million d'autres reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il n'a pas eu de chance parce que trouver quelqu'un avec cette stratégie est presque impossible. Et c'est pourquoi il aurait dû se souvenir d'un détail très important. Ce n'est pas vous qui trouvez le Squid Game, c'est le Squid Game qui vous trouve. Tout ça nous ramène à ce que Monsieur Kim a déjà dit, à savoir que les personnes qui lui doivent de l'argent ne cessent de disparaître.
Au lieu de payer des criminels pour qu'ils fouillent les stations, il devrait payer des voyageurs malchanceux et des joueurs pour qu'ils lui fournissent des informations. Tôt ou tard, le recruteur leur proposera de participer au jeu. Ils pourront alors moucharder Ji-hoon et lui indiquer où trouver le gars pour qu'il puisse préparer son embuscade. Il offre 500 millions de won à celui qui trouvera le recruteur. Mais des passagers du métro pris au hasard seraient bien moins chers à payer. Et ce serait un moyen bien plus rapide de le trouver que de chercher sans relâche dans toutes les stations. Quand ils sont sur le point d'abandonner, Kim et son associé Woo-sok entendent un grand claquement venant du fond du tunnel. Et c'est bien le recruteur qui gifle violemment l'âme d'un pauvre type de l'autre côté du quai. Après avoir appelé Ji-hoon, celui-ci s'empresse de les rejoindre, pendant que les deux hommes suivent le recruteur hors de la station. Et il leur dit de ne surtout pas le perdre de vue. Étrangement, l'homme se rend dans un parc avec 2 sacs remplis de pain et de billets de loterie, abordant tous les malheureux qu'il voit et les laissant choisir entre les deux. La plupart d'entre eux choisissent le billet de loterie, mais tous finissent par perdre. Une fois que tout le monde a eu son tour, il prend le pain restant et commence à le piétiner littéralement sous leurs yeux, juste pour prouver qu'ils ont fait le mauvais choix. Ji-hoon rate son occasion de le coincer quand il se fait arrêter pour excès de vitesse par Juno et son partenaire. Mais les deux criminels parviennent à traquer leur homme, jusqu'à une ruelle isolée. Ils le poursuivent au coin d'une rue. Mais dès qu'il est hors de vue, il les neutralise tous les deux avec sa seule mallette. Quand ils se réveillent enfin, ils se rendent compte qu'il les a tous les deux pris en otage. Il leur fait écouter un disque et leur dit qu'ils vont jouer à pierre-papier-ciseaux -1. Mais avec un rebondissement, parce que le perdant de chaque manche devra jouer à la roulette russe ensuite. Refuser de le faire signifie qu'on est automatiquement disqualifié, et le jeu ne sera pas terminé tant que l'un d'entre eux ne sera pas mort. Brandissant l'arme entre eux, il ordonne aux criminels de commencer. Le jeu commence et les parties se succèdent sans qu'aucun des deux camps ne parvienne à gagner. Pour accélérer les choses, le recruteur charge 4 cartouches supplémentaires dans le barillet. Tout à coup, Woo-sok commet une erreur, ce qui permettrait à Kim de gagner dans tous les cas. Mais au lieu de ça, le patron refuse de jouer. Et il décide de perdre intentionnellement pour que son ami puisse survivre. Ok, ce type est vraiment dans la merde. Et Woo-sok serait mort si son patron ne l'avait pas laissé gagner. C'est vrai que c'est difficile de réfléchir quand on se réveille attaché à une chaise et qu'on apprend que sa vie dépend d'un jeu de pierre-papier-ciseaux. Mais comme toujours, la clé de la survie consiste à rester calme et à évaluer les menaces une à une. Le danger ici vient de la partie roulette russe du défi. Parce qu'à chaque fois que vous devez jouer, vous avez au moins une chance sur 6 d'être tué. Mais vous n'aurez pas à prendre ce risque tant que vous ne perdrez aucune partie de pierre-papier-ciseaux. Maintenant, si les deux joueurs choisissent complètement au hasard, il n'y a aucun moyen de donner un avantage décisif. Mais le fait est que les humains ne font rien au hasard. Grâce à la technologie moderne, les programmeurs ont mis au point des algorithmes complexes conçus pour leur donner les meilleures chances de gagner une partie de pierre-papier-ciseaux. Ils ont découvert que la stratégie la plus fiable consiste à utiliser la correspondance historique et l'analyse des fréquences sur la base des performances passées de votre adversaire. Il est impossible d'être aussi précis qu'une machine, mais l'essentiel est d'observer votre adversaire pour repérer les schémas qui ressortent, comme une combinaison favorite qu'il aime utiliser ou la main qu'il rétracte le plus souvent pendant la partie -1 du tour. Par exemple, si vous remarquez que votre adversaire lance toujours le papier après avoir lancé la pierre, anticiper son prochain mouvement et lancer les ciseaux pour le contrer pourrait vous faire gagner la manche. Il n'y a pas de mouvement optimal à effectuer, mais il faut absolument éviter de faire le même geste avec les deux mains, comme Woo-sok ici, parce que vous serez alors bloqué sur ce mouvement pendant la phase finale. Si on se base uniquement sur les probabilités, il suffit de gagner un maximum de 6 manches d'affilée pour être assuré de survivre. Par conséquent, en observant les schémas de votre adversaire et en gardant vos propres choix aussi aléatoires que possible, ce jeu pourrait bien être un des plus faciles à gagner. Quand Ji-hoon rentre chez lui, il y trouve le recruteur qui l'attend déjà. L'homme le force à jouer à la roulette russe, mais Ji-hoon accepte le défi sans crainte, même s'il pourrait facilement tricher et tuer l'homme directement. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'on arrive à la toute dernière chambre, et à ce moment-là, le recruteur sait pertinemment qu'il va mourir. Mais au lieu de transgresser les règles, il va jusqu'au bout et perd la partie. Après les avoir localisés jusqu'à l'hôtel, Juno trouve le criminel ligoté dans une des chambres et il lui dit exactement où trouver Ji-hoon. Quand il découvre la scène de crime, il tente immédiatement de mettre Ji-hoon en état d'arrestation. Mais l'inspecteur est rapidement assommé et fait prisonnier lui aussi.
C'est alors que Ji-hoon trouve dans la poche du recruteur une carte de visite sur laquelle ne figure qu'une adresse et une date. Ce qui le conduit à un club de la ville le soir d'Halloween. Quand Juno se réveille enfin, il lui explique qu'ils se sont rencontrés sur l'île alors qu'il cherchait son frère. Et ils décident de travailler ensemble pour mettre fin au jeu. Ji-hoon les ramène à son appartement et il leur montre l'énorme réserve d'argent et d'armes qu'il a accumulées au fil du temps. Et maintenant, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une équipe pour les aider à s'en servir. Pour la première partie de leur plan, ils engagent un dentiste pour enlever la dent de Ji-hoon et la remplacer par un émetteur caché qui les aidera à le localiser. Le criminel utilise ses relations pour constituer une équipe d'anciens experts militaires prêts à faire tout ce qu'il faut tant qu'ils sont payés. Il ne reste qu'une nuit avant qu'ils ne s'attaquent au club, mais seuls Ji-hoon et Woo-seok peuvent entrer sans compromettre leur couverture. Du coup, les autres vont rester à l'extérieur et attendre en soutien. Ji-hoon est inquiet à l'idée que quelque chose puisse mal tourner, mais le criminel le rassure en lui disant que tout est sous contrôle, mais il ne se rend pas compte qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Le soir d'Halloween, Ji-hoon et son équipe arrivent à l'extérieur du club où les rues sont pleines de gens déguisés. Et ils se rendent compte que le maître du jeu a dû choisir ce soir-là pour ne pas se faire remarquer de la foule. Ils entrent à l'intérieur et commencent à se frayer un chemin sur la piste de danse, pendant que Juno fait le guet. Mais c'est alors qu'il aperçoit un groupe de gardes roses qui se dirige vers eux. Le détective se précipite à leur suite, mais avant qu'ils n'y parviennent, l'un d'eux assomme Woo-seok avec un taser, tandis que l'autre s'approche silencieusement de Ji-hoon et le guide à l'écart sans dire un mot. Ok, Ji-hoon est sur le point de se mettre dans une situation périlleuse sans aucune raison. Et après avoir fait tout ce chemin, ils ne veulent pas rater cette occasion, parce que c'est probablement la dernière qu'ils auront jamais. Réfléchissez-y de la manière suivante. Le recruteur a pu trouver l'appartement de Ji-hoon après avoir interrogé Woo-seok ici, et je suis sûre qu'il a pris contact avec ses patrons assez régulièrement. À ce stade, ils savent probablement qu'il est mort, ce qui veut dire qu'ils savent aussi que Ji-hoon est en route, donc l'élément de surprise ne sera pas d'un grand secours. Mais ce qu'ils ignorent peut-être, ce sont les ressources dont dispose Ji-hoon et le nombre de mercenaires qu'il a à ses côtés. Maintenant, l'équipe de Ji-hoon savait que le maître serait là grâce à ce que lui avait raconté le recruteur. Mais ils ne pourront pas se dévoiler tant qu'ils n'auront pas confirmé visuellement sa présence. Sinon, il pourrait s'échapper. Il a choisi de se rencontrer au club le soir d'Halloween parce que son costume se fondait dans la foule. Mais ça pouvait fonctionner dans les deux sens en fait. Ji-hoon aurait pu demander à ses mercenaires de se déguiser et d'arriver en avance au club. De cette façon, l'endroit aurait été rempli de ses coéquipiers qui auraient pu surveiller ses arrières, ou qu'il aurait pu utiliser comme bouclier de viande si quelque chose tournait mal. Il aurait même pu les déguiser en garde, juste pour ajouter un niveau de confusion supplémentaire au cocktail et rendre le contrôle de la situation encore plus difficile pour les opérations du maître. Puisqu'il connaissait le lieu de rendez-vous à l'avance, il aurait également dû demander à certains de ses hommes de surveiller l'endroit plus tôt. De cette façon, ils auraient pu l'alerter de toute activité suspecte qui aurait pu être un signe de la présence du maître, ce qui leur aurait alors permis d'avoir le dessus sur lui et non l'inverse. La personne masquée l'emmène dans une ruelle où ils montent tous les deux dans une limousine blanche. Il se rapproche du maître, mais il ne le rencontrera pas en personne pour l'instant. Au lieu de ça, il confronte Ji-hoon en lui parlant à travers une tirelire en or, lui rappelant que tous ceux qui sont morts dans le jeu étaient là parce qu'il l'avait choisi. Pour Ji-hoon, qu'ils aient été volontaires ou non, profiter de personnes en difficulté est moralement répréhensible. Et il fera tout ce qu'il faut pour les arrêter une bonne fois pour toutes. Tout à coup, un sniper tire sur les pneus des fourgonnettes, laissant Ji-hoon isolé et sans aucune assistance. Conscient d'être pris au piège, il décide qu'il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. S'il ne peut pas détruire les jeux de l'extérieur, il va devoir le faire de l'intérieur. Et c'est alors qu'il se porte volontaire pour retourner là-bas. Après un moment d'hésitation, le maître finit par accepter le marché et inonde l'arrière de la voiture de gaz pour lui faire perdre connaissance. Dès qu'il est inconscient, le maître baisse la vitre et on peut voir qu'il était juste là pendant tout ce temps. Mais c'est exactement la raison pour laquelle Ji-hoon s'est fait installer le mouchard dans la dent, parce que se faire prendre a toujours été son plan B. Quand Ji-hoon se réveille, il se retrouve dans la même couchette que celle dans laquelle tout a commencé. Et ils lui ont même donné le même numéro, joueur 456. Alors que les autres commencent à se déplacer, les gardes entrent et annoncent qu'il est temps de commencer à jouer. Au cours des 6 prochains jours, ils seront complètement coupés du monde extérieur et devront relever une série de défis. Et comme la dernière fois, les gagnants remportent un prix en espèces qui pourrait changer leur vie à jamais. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalise encore, c'est que ces jeux sont sur le point de devenir mortels.
Les lumières s'éteignent, tandis qu'une tirelire géante descend du plafond. À la fin, elle sera remplie de 45,6 milliards de won. Mais cette fois-ci, les règles seront un peu différentes. À la fin de chaque défi, ils auront la possibilité de voter et de quitter le jeu plus tôt que prévu en se partageant l'argent qu'ils auront accumulé jusqu'à ce moment-là. Le dernier à s'inscrire est Ji-hoon en personne. Et il espère qu'il pourra au moins se servir de ses connaissances pour aider ces idiots à survivre à la première épreuve. Sur le chemin du premier défi, Ji-hoon est surpris de tomber sur son vieil ami Young-bae, qui est contrarié par le fait qu'il ne l'a pas vu une seule fois au cours des 3 dernières années. Le pauvre homme a divorcé et perdu la garde de son enfant. Mais Ji-hoon l'avertit de faire comme lui, parce qu'il n'a aucune idée de la façon dont sa vie est sur le point de basculer. C'est maintenant l'heure du premier défi, et tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule façon de faire démarrer la partie. Avec un bon vieux 1, 2, 3 soleil. Tandis que les joueurs entrent sur le terrain, Ji-hoon se rend compte que ses coéquipiers auraient déjà dû être là depuis longtemps. Mais c'est alors qu'il fait une découverte déconcertante. Il retire la fausse dent de sa bouche et se rend compte que le dispositif de localisation n'est plus là. Les organisateurs l'ont trouvé et l'ont placé sur un pêcheur pris au hasard sur les quais. Et ça signifie que personne ne pourra venir le sauver maintenant. Ok, heureusement que les jeux ne sont pas des tests de QI parce que ce gars-là pourrait bien être le plus grand crétin qui ait jamais marché sur Terre. Au moins, on est tous sur la même longueur d'onde. Mais Ji-hoon, mon grand, on dirait que tu as merdé. En toute honnêteté, ton plan était épouvantable depuis le début. Je veux dire, ce sont ces gars-là qui ont mis un traceur en toi en premier, alors tu pensais vraiment qu'ils tomberaient dans le même piège? Bien entendu, tu as payé le médecin pour qu'il se taise, mais tu l'as fait intervenir dans ton propre appartement. Ils t'ont probablement surveillé pendant toutes ces années. Alors choisis au moins un endroit plus sûr pour ton rendez-vous top secret chez le dentiste, si c'est là-dessus que reposait tout ton plan. Le plus fou dans tout ça, c'est que tu aurais pu te tirer. Mais même après avoir survécu à la première fois, tu t'es volontairement engagé pour un second essai. Je suis désolée, mais à ce moment-là, tu méritais franchement d'être tué. Tu n'avais aucun moyen de savoir que le premier jeu serait 1, 2, 3 soleil. Mais ce que tu savais avec certitude, c'est que chaque personne ici présente allait probablement mourir. Alors même si tu veux absolument détruire les jeux, tu as été stupide de ne pas partir pendant que tu en avais encore l'occasion. La première fois, je me sentais un peu mal pour toi. Mais cette fois, Ji-hoon, tu as merdé. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous connaissons déjà les meilleures stratégies pour survivre à 1, 2, 3 soleil. La clé est de garder une posture stable, avec un centre de gravité assez bas et de se déplacer à un rythme régulier pour ne pas risquer de se faire déstabiliser. 2 choses doivent se produire avant que les balles ne commencent à voler. La tête de la poupée doit tourner sur elle-même et elle doit annoncer 1, 2, 3 soleil. Si vous observez sa tête et écoutez le son de sa voix en évitant toute autre distraction, vous saurez exactement quand vous devrez vous arrêter. Je resterai également derrière les autres joueurs et j'essaierai de les utiliser comme bouclier de viande aussi longtemps que possible. Ji-hoon va être tenté de vouloir les sauver, mais si c'était moi, je ferais attention à ne pas révéler ce que je sais trop tôt. Les autres joueurs veulent tous gagner, et s'ils se rendent compte qu'il a des informations exclusives, ça pourrait lui mettre une cible dans le dos. Alors pour l'instant, je me contenterai de me fondre dans la masse et je laisserai les choses suivre leur cours normalement. Avant que le jeu ne commence, Ji-hoon court au-devant de la foule et il les avertit tous que se faire éliminer veut dire qu'on sera abattu. Mais il ne croit évidemment pas un mot de ce qu'il dit. Les premiers tours se déroulent sans qu'aucun d'entre eux ne soit tué. Mais tout bascule quand une abeille se pose sur le cou d'une jeune fille. Au moment où elle essaie de l'écraser, elle se prend une balle en plein dans le crâne. Et maintenant, ils se rendent compte que Ji-hoon ne plaisantait pas. Tout à coup, ils sont de plus en plus à se faire abattre parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de paniquer. Jusqu'à ce que, pour finir, les seuls à être encore debout soient les joueurs qui n'ont pas bougé d'un iota. Maintenant qu'ils lui font confiance, Ji-hoon élabore une stratégie. Les joueurs les plus petits devront se placer derrière les plus grands, là où la poupée ne pourra pas les voir. Tout le monde commence à travailler ensemble, à l'exception de ce rappeur aux cheveux violets, Thanos, qui se met à bousculer les gens pour les faire éliminer exprès. Grâce au leadership de Ji-hoon, la plupart des survivants parviennent à franchir la ligne d'arrivée avec encore un peu de temps devant eux. Mais pour une raison obscure, ce gars, joueur 444 ici présent, finit par se faire tirer dans la jambe. Ji-hoon, voyant qu'il est encore en vie, se précipite pour le sauver alors que le temps est sur le point de s'écouler. Mais le soldat Noël l'achève d'une balle dans la tête, puisqu'il avait techniquement perdu au jeu.
Une fois de retour à l'intérieur, les gardes annoncent que 91 joueurs ont été éliminés et qu'il en reste donc 365. Jusqu'à présent, le montant total des gains s'élève à 9,1 milliards de won. Ce qui veut dire qu'ils recevront tous 25 millions de won s'ils décident de se les partager. C'est à présent le moment de voter, et Ji-hoon tente de convaincre tout le monde d'abandonner. Mais il commence à vouloir utiliser ses connaissances pour les aider à gagner. Beaucoup d'entre eux ne sont pas encore satisfaits du montant obtenu, et à la fin, tout se résume à un seul vote, avec le dernier joueur qui décide qu'il veut rester pour un autre jeu. Après avoir reçu leur nourriture pour la nuit, quelques joueurs se rassemblent pour demander à Ji-hoon ce qui va se passer ensuite. Il explique qu'il pense qu'il s'agira du Dalgona, un jeu où ils doivent découper une forme dans un caramel en nid d'abeille sans le casser. Et il leur dit que le choix le plus judicieux sera de prendre le triangle. Un homme plus âgé dit qu'il devrait garder le secret pour que plus de joueurs soient éliminés. Mais Ji-hoon insiste sur le fait qu'ils doivent aider tout le monde à sortir d'ici vivant. Ok, Ji-hoon pense toujours qu'il peut sauver tout le monde, mais il oublie un détail extrêmement important qui explique pourquoi ça ne marchera pas. Certains d'entre eux ne voteront pas pour partir tant qu'ils n'auront pas amassé assez d'argent pour rembourser leurs dettes. Et ils veulent donc que plus de joueurs soient éliminés, parce que ça veut dire plus d'argent pour eux. Il suffit de regarder le vieil homme ici. Il a dit à Ji-hoon de garder ses informations secrètes parce qu'il veut qu'autant de personnes que possible soient éliminées au cours du prochain jeu. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que nous pouvons retourner cette logique contre lui. Ce boomer doit 10 milliards de won pour des emprunts qu'il n'a pas pu rembourser. Mais le montant total du prix n'est que de 45,6 milliards. Pour qu'il puisse rembourser entièrement sa dette, il ne devra rester que 4 joueurs en vie. Ce qui veut dire qu'il n'abandonnera pas tant que 452 d'entre eux ne seront pas morts. Maintenant, au début du jeu, les gardes ont énuméré plusieurs joueurs ayant des dettes astronomiques. Donc, de mon point de vue, ils devraient systématiquement cibler les joueurs qui doivent le plus d'argent. Non seulement ils élimineront la concurrence et gagneront plus d'argent, mais en plus, ils réduiront considérablement le barrage qui sépare les joueurs de ceux qui sont prêts à voter pour mettre fin au jeu plus tôt que prévu. La règle la plus importante du jeu de la pieuvre est de savoir quand faire des sacrifices tactiques. Et en tant que survivant, Ji-hoon devrait savoir que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se retournent tous les uns contre les autres. Donc en les mobilisant dès le début contre ceux qui sont garantis d'être un problème plus tard, il sera en mesure d'obtenir le meilleur dénouement pour les joueurs qui le méritent vraiment. Parallèlement, Thanos confronte un autre joueur, Myung-gi, qui l'a impliqué dans une escroquerie à la crypto-monnaie et qui prévoit de lui prendre ses gains pour se faire rembourser ce qu'il a perdu. Le rappeur commence à le frapper devant tout le monde, mais c'est alors que le joueur numéro 1 intervient et lui botte le cul sans même transpirer. Ce qui remet Monsieur Grimace à sa place. Ce soir-là, l'homme s'excuse auprès de Ji-hoon d'avoir voté pour rester dans le jeu. Et il lui explique qu'il a besoin d'argent pour aider sa femme enceinte. Ji-hoon le croit sur parole, parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Mais il est loin de se douter qu'il s'adresse en réalité au maître du jeu en personne. Le lendemain matin, la musique reprend et ils annoncent que c'est l'heure du deuxième défi. Et l'ami de Ji-hoon lui rappelle qu'ils comptent tous sur ses conseils. Le seul problème, c'est qu'ils se rendent vite compte que ce jeu est complètement différent. Ce qui veut dire que même Ji-hoon n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et voilà maintenant que certains d'entre eux commencent déjà à se retourner contre lui. On leur donne 10 minutes pour se mettre en groupe de 5. Et Ji-hoon fait rapidement équipe avec 4 autres joueurs. Le joueur 1, son ami 390, l'ex-marine 388 et la jeune fille enceinte de Papa Crypto, Johnny. Parallèlement, tous les autres se répartissent en équipe. Et un groupe de joueurs parmi les plus faibles que personne n'a choisi finit par se rassembler. Ce qui veut dire qu'il est officiellement temps de commencer le jeu. Pour ce jeu, les 5 joueurs vont avoir les jambes attachées ensemble et ils devront faire la course autour d'une piste circulaire. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. À 5 points différents du parcours, ils devront gagner un mini-jeu individuel avant de pouvoir passer à l'étape suivante. S'ils ne franchissent pas la ligne d'arrivée avant la fin du chronomètre, tous les membres de l'équipe mourront. Et en plus, ils devront choisir qui accomplira chaque mini-jeu avant le début de la course. Après en avoir discuté, l'équipe finit par arrêter sa stratégie. Le joueur 388 prendra les osselets, parce qu'il avait 4 sœurs aînées qui lui ont appris à le faire. Et Ji-hoon gardera la position finale avec le Jegi. Les 2 premières équipes entrent en piste. Et tout commence très fort quand le joueur 16 gagne au Dakji du premier coup. Mais tout bascule rapidement quand le joueur 198 n'arrive pas à toucher sa pierre.
Quant aux autres, ils se retrouvent bloqués sur les défis 3 et 4, alors que l'équipe de Ji-Hoon en profite pour s'entraîner à chacun de leurs jeux. Le joueur réussit enfin à frapper, mais son coup ne compte pas parce qu'il a mordu la ligne. Et il devient tellement nerveux qu'il fait dans son pantalon, conscient qu'ils vont complètement foirer l'épreuve. En fin de compte, aucune des deux équipes ne parvient à faire le tour du cercle à temps, et les 10 joueurs sont brutalement abattus aussitôt que le compte à rebours atteint 0. Ok, ça c'était intéressant, parce que sur le plan individuel, chaque joueur n'a qu'à terminer un jeu simple. Mais si un seul joueur de votre équipe échoue, alors tout le monde finira par mourir. D'un autre côté, ils savent exactement quels seront les jeux, et chacun d'entre eux est plutôt basé sur l'habileté que sur la simple chance. Leur survie dépendra donc de leur stratégie, de leur travail d'équipe et de leur capacité à choisir le bon joueur pour chaque tâche. Le but de ce jeu est de retourner le pliage carré de votre adversaire en le frappant avec le vôtre. Alors ça a l'air assez simple. Mais tout dépend de votre angle de tir. Vous devez viser le bord du carré de votre adversaire et essayer de le frapper avec le côté plat du vôtre pour lui donner les meilleures chances de se retourner. L'équipe de Ji-Hoon a déjà confié cette tâche à Juni. Mais si elle devait choisir quelqu'un d'autre, j'opterais pour un joueur doté d'une bonne coordination oculo-manuelle, comme quelqu'un qui joue beaucoup aux fléchettes ou au baseball. Le lancer de pierre est exactement ce à quoi ça fait penser. Les joueurs doivent lancer une pierre plate pour en faire tomber une autre qui se trouve à environ 3 mètres. L'essentiel ici est de rester concentré et de réussir à frapper dès le premier tir, parce que faire des allers-retours pour ramasser la pierre fait perdre beaucoup trop de temps. Prenez une position stable et lancez la pierre à plat avec une légère rotation pour qu'elle reste stable en l'air. Si vous visez la base de la cible, vous aurez plus de chances de faire un bon carton. Comme précédemment, il est préférable que le lanceur soit très précis pour cette tâche. Mais comme la pierre est plus lourde que dans le cas du carré en papier, nous utiliserons ici notre lanceur le plus fort. Le troisième jeu est le Gonji, également connu sous le nom d'osselet coréen. Pour ce jeu, les joueurs doivent se souvenir d'une série compliquée d'étapes et les exécuter sans commettre la moindre erreur. Nous avons besoin de quelqu'un qui a les mains sûres, une bonne mémoire et qui ne cédera pas à la pression. L'équipe de Ji-Hoon a déjà choisi le joueur 388, mais mon candidat idéal serait quelqu'un comme un jongleur ou même un chirurgien cérébral qui pourra se concentrer sur la tâche et l'exécuter du premier coup. Le quatrième mini-jeu est la toupie, et celui-ci se résume à de la physique pure, donc ça devrait être facile tant que vous avez la bonne technique. Si vous lancez une toupie, elle prend un élan angulaire qui résiste à la gravité, et plus la rotation est rapide, plus la toupie est stable. La première étape consiste à rester calme lorsque vous enroulerez la ficelle, puis à vous mettre au ras du sol et à faire claquer votre poignet d'un mouvement rapide et souple pour donner le plus d'effet possible à la toupie. Tout le monde devrait être capable de le faire, mais comme le prochain jeu fera plutôt appel au jeu de jambes, il devrait être assez facile de décider qui doit prendre ce défi et qui doit être gardé pour le dernier challenge. Et maintenant, nous avons le Jegi, qui est en fait comme un volant. Et la meilleure stratégie ici est d'utiliser l'intérieur de votre pied pour faire un coup de pied léger et contrôlé qui ne vous fera pas perdre l'équilibre. Si vous avez un footballeur ou un danseur dans le groupe, c'est la personne idéale pour intervenir à la fin. Bref, en s'assurant d'avoir le meilleur joueur dans chacun des domaines, le groupe pourrait bien survivre à une autre manche. Après ça, c'est au tour de l'équipe de la joueuse 120 de se lancer. Et il s'approche nerveusement de la ligne de départ en attendant que la course commence. L'équipe démarre sur les chapeaux de roue, mais peine à passer le Dakji. Mais la femme finit par trouver la bonne méthode et l'équipe peut continuer à avancer. À l'étape suivante, le joueur numéro 7 rate son premier lancer de pierre volante, mais ils parviennent à passer au deuxième essai. Quand ils arrivent aux osselets, la femme âgée le réussit à son troisième essai, ce qui leur laisse encore 2 défis à relever et 2 minutes seulement pour y parvenir. Tout à coup, cette folle, la numéro 44, commence à s'énerver parce qu'elle n'arrive pas à terminer sa partie. Mais la numéro 120 la gifle brusquement et l'oblige à se calmer tout de suite pour réussir. Puis, s'assurant que personne ne regarde, numéro 120 leur fait passer le dernier défi juste à temps. Et tout le monde célèbre les 2 premières équipes à avoir survécu à la course. Les autres groupes commencent à se succéder 2 par 2, et l'équipe de Thanos s'en sort sans être tuée. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Les équipes suivantes sont évacuées de l'arène à la fin de chaque tour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'équipe de Ji-Hoon et un autre groupe de PNJ à affronter. Ils prennent rapidement de l'avance, franchissant sans problème les 2 premières épreuves. Et quand vient le tour des osselets, le Marine explose le score plus vite que n'importe qui d'autre dans le jeu jusqu'à présent.
Il est maintenant temps pour numéro 1 de jouer à la toupie. Mais c'est là que tout commence à aller de travers. Il a beau essayer, il n'y arrive pas. Et chaque erreur leur fait perdre un temps précieux. Il semble prendre encore plus de temps à chaque fois qu'il fait un mauvais lancer. Et pendant une seconde, on a l'impression qu'il va tous les faire tuer. Mais il s'en sort finalement alors qu'il ne reste plus que quelques secondes avant la fin de l'épreuve. Lors du dernier défi, il aide Ji-hoon à réussir le dernier tir. Et ils franchissent la ligne d'arrivée au dernier moment avant de voir l'autre équipe se faire éliminer juste devant eux. Après le match, les gardes reviennent pour annoncer les derniers résultats. Au total, 110 joueurs de plus viennent d'être éliminés. Ce qui laisse 255 joueurs encore en vie avec une enveloppe de 79 millions de won pour chacun d'entre eux s'ils décident d'abandonner. Il est temps pour eux de voter à nouveau. Et chacun a encore des opinions différentes sur ce qu'ils devraient choisir. Mais ça devient beaucoup plus personnel maintenant que près de la moitié d'entre eux ont été tués. Ji-hoon promet ici d'aider ses amis à payer leurs dettes s'ils sortent. Et ils votent tous pour mettre fin au jeu. Mais à la fin, les oui l'emportent complètement sur les non. Et il semble qu'ils resteront encore un peu finalement. Le lendemain matin, les joueurs se réveillent et se dirigent vers la salle de jeu, où il est temps pour eux de commencer le 3e défi. Cette fois, ils pénètrent dans une grande salle avec un énorme carrousel au centre, et l'hôte annonce qu'ils vont jouer à un jeu appelé le Petit Manège. Pendant que la plateforme tourne, la voix prononce un numéro au hasard, et ils ont 30 secondes pour former un groupe correspondant et atteindre une des portes avant de se faire éliminer. Ok, ce jeu est aussi le plus terrifiant de tous, parce qu'il est conçu pour réduire le troupeau sans qu'aucune compétence ne soit requise. Comme les organisateurs savent combien de joueurs il reste et quel nombre ils vont appeler, ils peuvent mathématiquement garantir d'éliminer exactement autant de joueurs qu'ils le souhaitent après chaque tour. Par exemple, avec 255 joueurs au début du jeu, s'ils appellent des groupes de 10, ils savent qu'au moins 5 personnes mourront à la fin du tour. Et il n'y a rien que vous puissiez faire à part espérer trouver une équipe. Maintenant, cela dit, il y a peut-être un moyen de se donner un avantage stratégique si on considère la situation dans son ensemble. La pièce n'a que 2 sorties au-dessus desquelles se trouve un tableau qui sert à compter et à chronométrer les joueurs, et par où les soldats entrent à la fin de chaque tour. Ça fait de ces zones la principale source de menaces, donc la psychologie humaine de base va pousser la plupart des joueurs à concentrer inconsciemment leur attention ici. Mais ce serait une erreur, parce que ce sont aussi les 2 seuls endroits où il y a un écart significatif entre les portes. Quand il s'agit de se positionner, il faut placer son équipe au bord de la plateforme et viser le milieu de la plus grande zone de porte possible. Il est préférable de former un groupe aussi grand que possible, parce qu'il est toujours plus facile de se diviser rapidement en petites équipes que de courir partout pour trouver la personne supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un moyen facile d'identifier les personnes avec lesquelles ils devraient faire équipe. Tous les X devraient commencer à travailler ensemble. De cette façon, ils travailleront au sein d'une énorme équipe de 116 joueurs, tandis que les ronds seront occupés à se battre au sein de leurs petites alliances. Plus le nombre de ronds éliminés augmentera, plus ils auront de portes à leur disposition, plus ils recevront d'argent quand ils gagneront, et plus ils auront de chances d'être éliminés par un vote la prochaine fois. Il n'y a donc littéralement aucun inconvénient à adopter cette approche. La plateforme commence à tourner tout en diffusant une chanson enfantine, quand tout à coup, elle s'arrête brusquement, la voix annonçant 10 joueurs. Avec 30 secondes au compteur, l'équipe de Ji-hoon s'empare de la folle et survit de justesse au premier tour. Mais la situation ne fera qu'empirer à partir de là. À l'extérieur, tous ceux qui n'ont pas réussi sont brutalement abattus. Et cette fois, Noel n'intervient pas dans les actions des autres gardes, craignant qu'ils ne la tuent si elle tente à nouveau de les arrêter. De plus en plus de personnes sont éliminées au cours des tours suivants, et les alliés se transforment en ennemis à mesure qu'ils sont forcés de se trahir les uns les autres pour leur propre survie. La vieille femme est presque tuée quand son propre fils la laisse pour morte au cours d'un tour qui nécessite 3 personnes. Mais Ji-hoon et numéro 1 parviennent à lui sauver la vie juste à temps. Au cours du tour suivant, la joueuse 95 trébuche avant d'arriver à la porte, et Papa Crypto Myung-gi prend sa place à la dernière seconde. La joueuse numéro 120 est furieuse contre lui pour l'avoir fait tuer, mais il soutient qu'elle n'allait pas avoir le temps de les rejoindre de toute façon. Techniquement, il leur a donc sauvé la vie, et les autres doivent admettre qu'il a raison. Le dernier tour ne prévoit que 2 joueurs par pièce, et numéro 1 finit par trouver une place avec Yongbae, l'ami de Ji-hoon, mais un autre joueur était là en premier.
Sans hésiter, le joueur 1 brise le cou du gars en question pour que la salle soit bien pour eux deux, sachant que c'était la seule façon pour eux de survivre. De retour aux couchettes, Papa Crypto attire son ex-petit ami pour une conversation privée, expliquant qu'il veut donner une seconde chance à leur relation. Il pense que tout le monde votera pour mettre fin au jeu maintenant qu'ils ont gagné assez d'argent. Mais Thanos ici présent remarque son petit manège, et il décide de l'utiliser contre lui. Yongbae revient vers le groupe et dit qu'il y a toujours plus de ronds que de croix, mais qu'il leur suffit de convaincre 5 personnes de plus de voter non, et ils pourront tous rentrer chez eux. C'est alors que les gardes annoncent qu'il y a désormais jusqu'à 356 millions de won par personne, mais que pendant le déroulement des votes, ils ne permettront à personne d'influencer les décisions des autres joueurs. Le score est encore une fois très serré. Vers la fin, les oui ne battent les non que de 2 voix, et à la fin, il ne reste que le joueur 1 pour voter. Ils s'avancent et votent pour le non, ce qui veut dire qu'ils devront recommencer la procédure de vote. Mais cette fois, les gardes les feront attendre jusqu'au lendemain matin. Après le dîner, le groupe commence à discuter de sa stratégie, essayant désespérément de trouver un moyen de remporter le prochain vote. Les 2 équipes manquent d'en venir aux mains quand le joueur 226 commence à s'en prendre aux autres, et quand Ji-hoon ouvre son repas, il se rend compte qu'on leur a donné un tas de fourchettes qui pourront facilement être transformées en armes en cas d'incident. Ok, la situation se déroule exactement comme nous l'avons dit précédemment. À présent, ils pourraient tous repartir avec 355 millions de won. Ça représente près de 240 000 €, ce qui devrait être plus que suffisant pour les remettre sur pied. La moitié d'entre eux veulent prendre l'argent et rentrer chez eux, mais ils sont retenus par l'autre moitié des joueurs qui sont encore si avides qu'ils sont prêts à risquer la vie de tout le monde pour avoir une chance d'obtenir un plus gros pactole. Il ne reste plus que 2 jeux et une centaine de joueurs. Ça veut dire que les prochains défis vont être un véritable bain de sang. Et ce, même s'ils survivent à la nuit sans que les 2 équipes opposées ne s'entretuent. Ji-hoon est inquiet, parce qu'il a déjà vu comment ça s'est passé la dernière fois. Mais s'il utilisait son cerveau pour une fois, il se rendrait compte qu'il y a un moyen extrêmement facile de mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Pour l'instant, en dehors du vieil homme, tout le monde dans cette pièce a une dette de quelques centaines de millions de won, jusqu'à un maximum de 4 milliards pour la deuxième personne la plus endettée, qui est probablement déjà morte. Quand il a gagné les jeux la dernière fois, Ji-hoon est reparti avec 45,6 milliards de won, et il lui en reste encore beaucoup. Au lieu de proposer de rembourser uniquement les dettes de son groupe, il devrait étendre cette offre à l'autre camp et leur dire d'éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Une fois qu'il leur aura rappelé à quel point les 2 prochains matchs seront dangereux, je pense qu'ils commenceront à voir les choses comme lui. L'argent de Ji-hoon combiné aux 356 millions qu'ils recevront ici devrait facilement permettre de convaincre quelques-uns d'entre eux de se ranger de leur côté. Et c'est tout ce dont ils ont besoin pour remporter le vote qui les sortira enfin de là. Pendant ce temps, Thanos trouve le joueur 125 caché dans les toilettes. Il commence à menacer de tuer le pauvre gamin s'il ne change pas son vote. Mais à ce moment-là, Papa Crypto décide qu'il est temps d'intervenir. Le garçon se précipite pour attaquer, et une énorme bagarre éclate. Mais Thanos le met rapidement au sol et commence à le frapper au visage. Au moment où il semble que ce soit terminé pour lui, Futur Papa sort la fourchette et poignarde le rappeur 2 fois dans le cou, le laissant se vider de son sang pendant que lui se met à l'abri dans une cabine inoccupée. Quand les survivants reviennent dans la salle, ils prétendent tous que c'est l'autre camp qui a commencé la bagarre, mais personne, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre, ne peut prouver ce qui s'est réellement passé. Après un rapide décompte, les croix se rendent compte qu'ils sont plus nombreux que les ronds d'exactement une personne. Mais Ji-hoon sait que ce n'est pas forcément une bonne chose. Ji-hoon attend que les autres soient partis, puis il explique à son petit groupe que la situation est sur le point de devenir violente, parce qu'ils vont essayer d'éliminer la concurrence avant le prochain vote. Les autres veulent passer à l'offensive en premier, mais Ji-hoon leur explique qu'il a un autre plan en tête, et que si ça marche, ils pourront alors se concentrer sur la lutte contre leurs vrais ennemis, ceux qui dirigent vraiment le jeu. Son plan est de laisser les 2 camps s'affronter, mais quand les gardes interviendront pour mettre fin à l'émeute, ils prendront leurs armes et les utiliseront pour se battre jusqu'au sommet de la chaîne de commandement. L'équipe de Ji-hoon se cache sous leur lit juste à temps, parce que dès que tout devient calme, l'autre équipe se faufile à travers la pièce et commence à tuer brutalement tous ceux qui se trouvent dans l'autre camp. La pièce est plongée dans un chaos total et des dizaines de personnes sont tuées avant que les gardes ne finissent par intervenir.
Mais pendant qu'ils sont occupés à examiner les cadavres, Ji-hoon déclenche enfin son propre piège. Tout à coup, son groupe bondit et prend les soldats par surprise, les maîtrisant et leur volant leurs armes. Ils ouvrent le feu et parviennent à tuer la plupart des gardes et à forcer les autres à se replier. Mais ce n'était que la première étape du plan de Ji-hoon. Il se retourne vers les autres et leur annonce qu'ils vont s'en prendre aux responsables. Et il propose à tous ceux qu'ils souhaitent de se porter volontaires pour les rejoindre. Quelques autres croix s'avancent. Et après avoir rassemblé autant de joueurs que possible, il commence à s'enfoncer prudemment dans l'installation. Une énorme fusillade éclate quand il rencontre d'autres gardes sur les marches. Mais les joueurs parviennent à tous s'en sortir. Quand les tirs s'arrêtent, il continue d'avancer dans les escaliers, mais tombe sur des troupes encore plus nombreuses au prochain virage. Ji-hoon s'empare du masque d'un soldat mort, prend Young-bae avec lui et se dirige vers la salle de contrôle, laissant aux autres le soin de repousser les éventuels renforts. Ils parviennent à utiliser le masque pour ouvrir une porte secrète, mais un autre groupe de soldats les arrête avant qu'ils ne puissent atteindre la salle de contrôle. Ji-hoon appelle des renforts et le joueur 1 dit qu'il est en route et qu'ils envoient le marine Deo ici pour récupérer d'autres munitions. Il commence à ramasser tout ce qu'il peut trouver, mais quand il est temps de retourner vers le champ de bataille, il se fige tout à coup et n'arrive plus à faire un pas de plus. À l'étage, le joueur 1 fait semblant de prendre le flanc arrière, mais dès que ses coéquipiers baissent leur garde, il finit par montrer son vrai visage et leur tire dans le dos, ne laissant pas d'autre choix à Ji-hoon que de se rendre quand il se retrouve à court de munitions. Après avoir remis son masque, le maître du jeu se présente et tue immédiatement Young-bae pour le punir de ce qu'il a fait. Horrifié, Ji-hoon hurle alors que son seul ami tombe raide mort sous ses yeux, et le maître le fait prisonnier pour le ramener dans les jeux. Mais pour connaître la suite, il nous faudra attendre la prochaine saison. Squid Game saison 2. Est-ce que ça valait la peine d'attendre ? Est-ce que vous l'avez trouvée aussi bonne que la première saison? Est-ce que ça vous importe au moins? Non, je pense pas. Bon, c'était vraiment cool. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter pour la prochaine saison. Il va falloir attendre plusieurs années, j'imagine. Mais en tous les cas, dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!